La question du jour, comprendre les recettes du Monopole pour se préparer à trouver son équilibre. On va prendre 2 épisodes pour construire pas à pas l'équilibre du Monopole. Le schéma va être un peu plus complexe que celui du marché en concurrence. Mais, rassurez-vous, il n'y a que 4 courbes. C'est encore trop? C'est cela, oui. Pas de panique, dans cet épisode, on n'en expliquera que 2. Et on va garder les 2 autres pour le prochain épisode. Notre but ultime, c'est de montrer qu'en cas de monopole, le surplus social sera moindre qu'en cas de concurrence. Vous en avez déjà l'intuition, car vous vivez dans un monde où la concurrence est régulée par une autorité qui empêche les entreprises d'avoir un trop gros pouvoir de marché. Un gros pouvoir de marché conduit à des prix élevés, un surplus plus faible pour les consommateurs et un surplus social trop bas. Mais donc, votre but, c'est de dire qu'il faut plus de concurrence et moins de monopole? Oui, en microéconomie, on construit des modèles qui montrent que, sous certaines hypothèses, la concurrence amène un plus grand surplus social. Eh ben, je suis pas d'accord avec cette idéologie. Maintenant, on veut tout privatiser. L'énergie, les trains, l'université, c'est pas possible, hein. C'est l'État qui doit prendre ça en charge. Aujourd'hui, tout devient marchandise, c'est n'importe quoi. Un économiste même très libéral pourrait être tout à fait d'accord avec vous, car là, vous citez des exemples très spécifiques qu'on développera dans d'autres vidéos. Ici, on s'intéresse à un monopole qui a une structure de coût standard. On ne parle pas de monopole naturel. Vous vous souvenez, quand il faut faire un très gros investissement de départ et qu'ensuite il y a d'énormes économies d'échelle, c'est tout à fait logique d'être en monopole. C'est typiquement le cas des trains. Ce serait absurde que plein d'entreprises se mettent à construire des petits rails partout dans le pays, incompatibles entre eux en plus. Bah bien sûr. Mais là, on parle d'un monopole qui a une structure de coût standard, un monopole de Roudoudou par exemple. Et deuxième chose, on fait l'hypothèse que c'est une entreprise privée et non pas un monopole d'État. Ça veut dire que le monopole, il cherche à maximiser son profit. Dans ce cadre précis, c'est-à-dire un monopole qui a des coûts standards et qui veut maximiser son profit, notre objectif, c'est de dire que ça vaut beaucoup mieux d'avoir une foultitude d'entreprises que ce monopole. Non, il vaut mieux des monopoles d'État. Je veux nationaliser les entreprises. Vous pouvez vous présenter aux élections. Mais là, ce qu'on veut démontrer, c'est que dans le cadre d'une économie privatisée, il vaut mieux favoriser la concurrence que laisser la production se concentrer dans les mains de quelques géants. Est-ce que la direction générale comprend et claire pour tous? Ouais, ok. En gros, les entreprises en concurrence qui veulent maximiser leurs profits, c'est des méchants. Mais un monopole qui veut maximiser son profit, c'est encore plus un méchant. Disons que l'économiste ne se demande jamais si les gens sont gentils ou méchants. Il part du principe que tout le monde est méchant. Chacun poursuit un objectif individualiste. Mais, selon la structure des échanges, cette poursuite des intérêts individualistes va amener à la maximisation du bien-être social ou pas. Nous sommes sur le marché de la montgolfière pliante inventée par Bob, qui a breveté cette superbe invention. Il est en monopole pour quelques années. Bob doit prendre une décision. À quel prix vendre sa montgolfière? Pas facile. Trop cher, il y a des gens qui l'achèteront pas, trop cheap, bah je gagnerai moins. Vous voulez choisir un prix qui va maximiser votre profit. Petit rappel, sur un marché en concurrence, le producteur n'a qu'une seule question obsessionnelle qui l'empêche de dormir. Combien produire? Car il est preneur de prix. Il accepte le prix de marché et n'a plus qu'à choisir la quantité. Bob n'est pas en marché concurrentiel, il est en monopole. Ce ne sont pas une, mais 2 questions qui le taraudent en pleine nuit. Combien produire? Et à quel prix vendre? Chaud. En fait, il s'agit d'une question 2 en 1. Car chaque fois que Bob choisit un prix, implicitement, il choisit une quantité. C'est parce que Bob fait face à une demande. Pour chaque prix que choisirait Bob, une quantité est demandée. Bob va donc choisir un couple prix-quantité. Comment trouver le plus beau couple de l'année? Bah c'est simple, vous faites comme moi, vous trouvez un beau miroir. L'objectif de Bob, c'est la maximisation du profit. Le profit, c'est les recettes moins les coûts. Il va donc falloir regarder d'un côté les recettes, de l'autre côté les coûts. Et comme on va y aller très en douceur, dans cette vidéo, on regarde uniquement les recettes. On a la recette totale, la recette moyenne, la recette marginale. Marginale, ce mot ne résonne-t-il pas doucement à vos oreilles? Évidemment, la recette marginale va nous intéresser encore plus que les 2 autres. Mais je garde le meilleur pour la fin.
Et je commence par la recette totale. La recette totale, c'est tout ce que Bob va mettre dans son tiroir caisse. Si par exemple, il vend 12 montgolfières à 3000 schmilblick, la recette totale, c'est 12 fois 3000, 36 000 schmilblick. Facile. Passons à la recette moyenne. La recette moyenne, c'est ce que chaque montgolfière rapporte à Bob en moyenne. Bob est un monopole très simple. Simple, j'ai quand même inventé une montgolfière à plastronium polycovalent. Je voulais dire simple dans sa tarification. Vous allez faire payer le même prix à tous vos clients. Bah évidemment. Il y a des monopoles plus complexes qui ne font pas payer le même prix à tout le monde. Là, vous savez que Gino est prêt à payer assez cher une montgolfière pliante. J'admire les objets modernes. Alors que Cassandra n'en achètera que si la montgolfière coûte moins de 2000 schmilblick. Je rappelle juste que Gino, il habite chez sa mère. Moi, j'ai un loyer à payer. Évidemment, le mieux pour vous, Bob, ce serait de faire payer plus cher à Gino et moins cher à Cassandra. Ouais, mais je peux pas savoir qui est prêt à payer combien, c'est pas écrit sur leur tête. Cassandra propose de faire une étude de marché. Ah bon? Elle découvre que les étudiants qui vivent chez leurs parents sont prêts à payer plus cher les montgolfières pliantes que les autres. Et alors? Vous pourriez demander à chaque étudiant « Vous habitez chez vos parents ?» et en fonction de la réponse, proposer un prix élevé ou un prix faible. Gino, qui est prêt à mettre le prix, payera plus cher, mais vous perdrez pas Cassandra comme cliente. Pas con. Mais personne fait ça. Non, mais vous avez déjà vu des monopoles faire des tarifs selon des catégories différentes de celles-là. Par exemple, les billets de train sont moins chers pour les voyageurs de moins de 25 ans. C'est vrai, tiens. Fin de la digression. On fait l'hypothèse que vous allez faire payer le même prix à tout le monde. Ok, au moins je me prends pas la tête. La recette moyenne, donc. C'est ce que Bob va empocher en moyenne pour chaque montgolfière vendue. C'est donc la recette totale divisée par le nombre de montgolfières vendues. Et on a dit que Bob vendait toutes ses montgolfières au même prix. La recette moyenne, c'est donc le prix. Attendez, j'ai pas compris. La recette moyenne, c'est le prix? Exactement. Mais donc pourquoi vous avez parlé de recette totale divisée par le nombre de montgolfières? Pourquoi faire un calcul si c'est juste le prix? Vous avez raison, pour un monopole simple, c'est tout à fait inutile. La recette moyenne de Bob, c'est ce qu'il gagne en moyenne sur chaque montgolfière vendue, c'est tout simplement le prix de la montgolfière. On ne fait le calcul que si on a un monopole qui pratique des prix différents. Par exemple, on en parlait tout à l'heure, la SNCF vend des billets à différents tarifs selon l'âge, le moment d'achat du billet, la flexibilité. Et là, pour connaître la recette moyenne, il faut bien diviser la recette totale par le nombre de billets vendus. Mais comme Bob vend toutes ses montgolfières au même prix, la recette moyenne, c'est le prix. Sur le schéma qu'on va construire dans le repère PQ, Bob, Ouais, vous êtes en train de tracer le schéma en même temps sur votre feuille là? ouais, mais pour le moment on n'a rien tracé. On a tracé le repère. Vous avez bien mis les prix en ordonnée et les quantités en abscisse. J'allais le faire. Me voilà rassuré. Dans le repère PQ, on va tracer la recette moyenne de Bob. Et ça ne frappera personne, car il s'agit tout simplement de la droite de demande, que vous avez déjà tracée 1000 fois depuis qu'on se connaît. Vous la voyez ici. La demande de montgolfière pliante est confondue avec la recette moyenne du monopole. Vous voyez que la microéconomie, c'est simple comme bonjour? Ah, attendez, là, vous avez dit la recette moyenne, c'est pareil que la demande. Exactement. La recette moyenne du monopole est confondue avec la demande. Je le redis pour que cette évidence se grave dans votre subconscient en lettres de feu. La recette moyenne du monopole est confondue avec la demande. Bah, je veux bien le graver en lettres de feu, mais l'évidence, non, c'est pas une évidence, pardon de dire. Mais si, vous êtes d'accord que la recette moyenne, c'est le prix. Si, ok. Et vous êtes d'accord que Bob ne peut pas fixer le prix qu'il veut sans tenir compte de la demande. D'accord, oui. Donc, sa recette moyenne, qui est en fait le prix, va varier en fonction de la quantité qu'il va vendre. Et S'il veut écouler une grande quantité, il doit proposer un prix bas. Il aura une recette moyenne basse. Il peut trouver plus intéressant d'écouler une plus petite quantité, mais à un prix plus haut. Avoir une recette moyenne plus haute. si, ok. Et la droite de demande nous montre justement ça. Le prix qu'il peut tarifer en fonction de la quantité qu'il écoule. Donc, c'est la recette moyenne. Si Bob vend cette quantité-ci, il peut la vendre à ce tarif-là. Et voilà donc le prix, qui est sa recette moyenne. Mais s'il vend cette quantité-là, il la vend à ce tarif-là et ce sera sa recette moyenne. Avant, en situation de concurrence,
Un producteur était preneur de prix. Il était obligé de vendre au prix de marché. Et il était en atomicité, il était tellement minuscule face au marché qu'il pouvait écouler n'importe quelle quantité au prix de marché. Même s'il mettait son atelier au 3-8 avec une cadence infernale et qu'il arrivait sur le marché avec un maximum de cagettes de roux-doudou, ça n'allait pas influencer le prix. Sa recette moyenne, c'était une droite horizontale. Pour le monopole, c'est différent. S'il veut augmenter sa quantité vendue, il doit baisser son prix pour convaincre de nouveaux consommateurs de lui acheter sa camelote. Donc, sa recette moyenne est décroissante avec la quantité et confondue avec la droite de demande. Si. Ok. Et maintenant, la recette marginale. Accrochez vos ceintures. La recette marginale de Bob, c'est ce qu'il va gagner en plus s'il vend une unité supplémentaire. Vous me suivez ? C'est facile, c'est le prix de la dernière unité vendue. Eh bien, justement, non, pas tout à fait. Si Bob vend 6 montgolfières, il les écoule à un certain prix, disons 9000 schmilblick. Mais s'il veut en vendre une 7e, il doit baisser son prix pour attirer un consommateur supplémentaire. On voit sur la droite de demande que pour vendre 7 montgolfières, il doit accepter de baisser son prix à 8000 schmilblick. Et donc, finalement, que va lui rapporter la 7e unité, la dernière unité ? 8000 schmilblick. Non. La 7e et dernière unité, il va en effet la vendre 8000 schmilblick, mais les 6 autres qu'il vendait avant 9000 schmilblick, il va toutes devoir les vendre 8000 schmilblick seulement. Ah ouais, donc il a gagné 8000 pour la dernière unité, mais ça lui a fait perdre 1000 boules sur chacune des 6 autres montgolfières. Il gagne 8000, il perd 6000, la 7e unité lui rapporte que 2000 schmilblick en fait. Exactement. Si Bob vend 6 unités à 9000 schmilblick, il va gagner 6 fois 9000, à savoir 54 000 schmilblick. S'il veut vendre une 7e unité, il doit baisser son prix à 8000 schmilblick. Il va donc gagner 7 fois 8000 schmilblick, à savoir 56 000 schmilblick. Donc, la vente de la dernière unité lui permet de gagner 2000 schmilblick, c'est sa recette marginale. Ok, je vois. La recette marginale est donc toujours plus petite que le prix. Ce que rapporte une unité supplémentaire, c'est moins que le prix auquel il va vendre cette unité supplémentaire. Car il doit non seulement baisser le prix de cette dernière unité, mais aussi le prix de toutes les autres unités précédentes qu'il vendait avant plus cher. Voici sur le schéma la recette marginale. Elle est toujours en dessous de la recette moyenne. Ça va pour tout le monde ? Ah, en fait, la recette moyenne est décroissante parce que chaque fois que Bob veut vendre une montgolfière de plus, il doit baisser le prix pour attirer les nouveaux clients. Oui, tout à fait. Et ensuite, la recette marginale est décroissante et encore plus petite parce que chaque fois que Bob vend une montgolfière de plus, non seulement il doit vendre cette dernière moins chère, mais aussi toutes les autres moins chères. C'est ça. Non, je comprends plus rien. La recette marginale, c'était pas la recette de la dernière unité, juste? Pourquoi vous parlez de toutes les unités d'avant? Pour avoir la recette marginale, il faut regarder de combien augmente la recette totale si on vend une unité de plus, et non pas juste considérer le prix auquel on vend cette dernière unité. La recette marginale, ce n'est pas ce que le consommateur paye pour la dernière unité, c'est ce que le monopole gagne en choisissant ce niveau de production plutôt que le niveau de production juste une unité avant. Mais en fait, si pour produire une unité de plus, il faut baisser le prix sur toutes les unités précédentes, ça peut arriver que la recette marginale soit négative, non? Tu produis une unité de plus, mais tu dois tellement baisser le prix, t'es perdant en fait. Oui, il y a une portion de la recette marginale qui est négative. Bah, c'était pas clair, vu que vous l'aviez pas mis sur le schéma. C'est vrai, on n'inscrit pas cette portion de la courbe, car si on construit tout ce schéma, c'est pour savoir quel couple prix-quantité Bob va choisir. Et on sait bien qu'il ne va pas aller se promener du côté où il perd carrément de l'argent. Donc, cette partie est inutile à tracer. Moi, en fait, j'ai un autre truc pour me rappeler que la recette marginale est en dessous de la recette moyenne. C'est ce que vous aviez dit dans le cours sur les coûts du producteur. C'est toujours comme ça, avec une marge et une moyenne. Vous aviez dit, quand on reçoit une note de contrôle, si elle est en dessous de la moyenne, ça fait baisser la moyenne. Et puis, si elle est au-dessus de la moyenne, ça la fait monter. Donc là, c'est pareil. Si la recette marginale est en dessous de la moyenne, ça la fait baisser. C'est cohérent avec le fait que la recette moyenne soit décroissante. C'est vrai, ça marche aussi. On a commencé à construire le modèle du monopole en regardant ses recettes. La recette totale,
c'est tout ce qui rentre dans son tiroir caisse. C'est le nombre d'unités vendues multiplié par le prix. La recette moyenne, c'est ce que rapporte chaque unité en moyenne. Pour un monopole qui pratique le même prix pour tout le monde, la recette moyenne, c'est le prix. Et le prix auquel le monopole peut vendre est variable avec la quantité, car le monopole est tout seul à servir toute la demande du marché. Chaque fois qu'il veut augmenter la quantité qu'il vend, il doit accepter de baisser son prix pour attirer davantage de clients. La recette moyenne est donc confondue avec la droite de demande. La recette marginale, c'est le gain que fait le monopole s'il choisit de vendre une unité supplémentaire. Vendre une unité supplémentaire oblige à baisser le prix, non seulement de cette dernière unité, mais de toutes les autres qu'il vendait plus cher avant. La recette marginale baisse donc plus vite que la recette moyenne. Sur le schéma, elle est située en dessous, ici,